Que puis-je connaître? Alors cette question, posée comme ça par Emmanuel Kant, on pourrait croire que c'est une phrase sortie d'un vieux manuel de philo un peu poussiéreux. Et pourtant, c'est peut-être l'une des questions les plus fondantes jamais posées. Ce n'est pas juste une curiosité, c'est le moment où la pensée occidentale s'est regardée dans le miroir et s'est dit « Bon, au juste, comment est-ce que je fonctionne ?» Pour explorer ça, on va s'appuyer sur une analyse assez dense de son œuvre majeure, la critique de la raison pure. Notre but aujourd'hui, c'est un peu de décomposer ces idées pour comprendre comment il a en quelque sorte dessiné la carte de notre propre esprit. Oui, et c'est une carte qui était plus que nécessaire à son époque. Il faut vraiment s'imaginer le contexte. La philosophie était coincée. D'un côté, il y avait les rationalistes comme Descartes ou Leibniz. Pour eux, la raison, toute seule, par la seule force de la logique, pouvait tout comprendre. Dieu, l'âme, une confiance quasi absolue. Le fameux « je pense depuis mon fauteuil et je peux déchiffrer l'univers ». C'est exactement ça. Et de l'autre côté, l'opposé total, les empiristes, avec David Hume en tête. Et lui, il arrive et il balance une bombe. Il dit en substance « Attendez une minute, votre fameuse causalité, l'idée que A cause B, vous ne l'avez jamais prouvée. Vous l'avez juste observée encore et encore. C'est une habitude, une croyance, mais pas une certitude. Et là, c'est la panique. Soit la raison invente tout, soit nos connaissances les plus solides ne sont que des habitudes. C'est là que Kant se réveille comme il dit. Voilà, ça l'a réveillé de son sommeil dogmatique. Sa mission, ça va être de trouver une troisième voie, un terrain solide entre la pure spéculation et le doute permanent. D'accord, le décor est planté. C'est un vrai dilemme. Alors, par où il commence pour déblayer tout ça? Il commence par faire le ménage. Et sa première grande idée, c'est de tracer une frontière très, très nette entre deux choses. Connaître et penser. À première vue, ça a l'air un peu pareil, non? En fait, pour lui, la différence est colossale. Pour connaître quelque chose, il faut deux ingrédients. Il faut un concept qui vient de notre intellect et il faut une intuition sensible, c'est-à-dire des données qui viennent de nos sens, de l'expérience. Ok. L'exemple de la source est simple. Je sais que le soleil chauffe la pierre. J'ai le concept soleil, chaleur, mais surtout je peux sortir, toucher la pierre, sentir la chaleur. L'expérience valide le concept. C'est vérifiable en fait. Voilà, la connaissance est toujours ancrée dans l'expérience. Maintenant, penser, c'est quand l'intellect travaille tout seul, sans cette validation. On peut penser à l'immortalité de l'âme, à l'existence de Dieu. On peut bâtir des raisonnements logiques brillants là-dessus. Mais on ne pourra jamais les connaître. Parce qu'il manque l'ingrédient sensible. On ne peut pas expérimenter l'âme après la mort pour vérifier. C'est exactement ça. Il manque la preuve par l'expérience. C'est une idée très forte. Ça trace une ligne entre ce que la science peut étudier et ce qui relève de la foi ou de la métaphysique. La Sourcy utilise une analogie que je trouve parfaite. La connaissance, c'est une maison bâtie sur des fondations solides, l'expérience. La pensée pure, elle, peut construire de magnifiques châteaux en l'air. Ils ne sont pas forcément faux, mais ils flottent. C'est la première étape de son humilité. Il ne dit pas qu'il ne faut pas y penser. Il dit juste « soyons clairs sur les règles du jeu. Ce terrain-là, ce n'est pas celui de la connaissance certaine. » Ok, donc la frontière est tracée. Mais si j'ai bien lu la suite, même à l'intérieur de la connaissance, Kant va introduire une idée encore plus déstabilisante. Il va nous dire qu'en fait, on ne voit pas le monde tel qu'il est. Ah oui, là on passe au deuxième étage de la fusée et ça devient vertigineux. C'est sa fameuse distinction entre le phénomène et le noumen. Des mots un peu techniques. Ça veut dire quoi en clair? Le phénomène, c'est le monde tel qu'il nous apparaît. Le mot-clé, c'est vraiment « apparaît ». Ce n'est pas une copie de la réalité. C'est une construction active, une sorte de collaboration entre le monde extérieur et notre esprit. D'accord. Prenons l'exemple de la pomme rouge dans le texte. On a tendance à penser que le rouge, c'est une propriété de la pomme, qu'elle est rouge en soi. Bah oui, ça paraît logique. Pour Kant, pas du tout. Le rouge n'existe pas dans la pomme. Ce qui existe, c'est une surface qui réfléchit la lumière d'une certaine façon. Cette lumière arrive à notre œil, notre cerveau traite l'info, et c'est lui qui produit l'expérience que nous appelons rouge. Attends, c'est une idée complètement folle quand on y pense. Ça veut dire que le monde que je vois, là, tout de suite, ce n'est pas le monde. C'est une version pour moi, une version filtrée. Exactement ça. Et de l'autre côté, il y a le noumen, ou la chose en soi. C'est la réalité de la pomme, mais indépendante de nous. Le monde brut avant tout filtre. Et la conclusion de Kant est radicale.
Ce noumen est et restera à jamais inconnaissable. On n'y a pas l'accès direct. Mais alors attends une seconde. S'il est totalement inconnaissable, comment Kant peut même savoir qu'il existe ? En parlant, il ne sort pas de ses propres règles ? C'est la question, c'est un excellent point. La réponse de Kant, c'est que la chose en soi n'est pas un objet de connaissance, c'est un concept limite. On doit supposer qu'elle existe pour que le phénomène ait un sens. S'il y a une apparence, il faut bien quelque chose qui apparaît. C'est ce X inconnu qui est la source de nos sensations. Il ne dit pas ce que c'est, il dit juste qu'on ne peut pas y accéder. C'est fascinant. C'est un peu comme dans un jeu vidéo. On interagit avec les graphismes, les règles du jeu, c'est le phénomène. Mais on n'a jamais accès au code source qui fait tourner le tout, le noumen. Et ce qui est fou, c'est que la source relie ça au principe d'incertitude de Heisenberg, bien plus tard. Oui, la connexion est frappante. Heisenberg montre qu'au niveau quantique, l'acte d'observer change ce qu'on observe. L'observateur fait partie de l'équation. Il n'est pas neutre. C'est l'idée kantienne à l'état pur. La connaissance est une interaction, pas un simple reflet. D'accord. Alors si notre esprit est un filtre aussi puissant, est-ce que Kant a essayé de démonter ce filtre pour voir comment il est fait ? Absolument, c'est le cœur de sa critique. Il dit que les deux filtres les plus fondamentaux, les plus primaires, ce sont l'espace et le temps. Et là encore, il prend une idée de bon sens et il la retourne comme une crêpe. Lui, l'espace et le temps ne sont pas des réalités objectives en dehors de nous. Ce sont les formes a priori de notre sensibilité. L'analogie des lunettes invisibles est parfaite pour ça. Des lunettes visuelles ? Oui, c'est comme si on essaie tous avec des lunettes qu'on ne peut jamais enlever. Une lentille structure tout ce qui vient de l'extérieur en 3 dimensions spatiales. L'autre lentille organise tout ce qui se passe en nous, nos pensées, nos émotions, en une suite, une ligne. Ce qu'on appelle le temps. Donc, l'espace et le temps, ils n'existent pas dans le monde en soi. Ils sont dans notre tête. C'est ça, ce sont les conditions de possibilité de toute expérience pour un humain. Essayez d'imaginer quelque chose qui ne serait ni dans l'espace, ni dans le temps. C'est impossible. C'est le système d'exploitation de notre conscience. C'est vertigineux. Ça voudrait dire que les lois de la physique, de Newton par exemple, ce ne sont pas des vérités absolues sur l'univers en soi, mais des vérités universelles pour tous les esprits humains, parce qu'on partage tous le même équipement. Exactement. Et ça nous amène directement à ce que Kant lui-même a appelé sa révolution copernicienne. L'analogie est forte. Copernic a dit que ce n'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre, mais l'inverse. Quel est le parallèle ? Le parallèle est parfait. Avant Kant, on pensait que notre connaissance devait se régler sur les objets. L'esprit est un miroir, il doit refléter la réalité. Kant inverse tout. Il dit « Et si c'était les objets qui devaient se régler sur notre esprit pour pouvoir être connus ?» Je ne suis pas sûr de bien suivre. Reprenons les lunettes. Pour que je puisse voir un objet, il faut bien qu'il passe d'abord par le filtre de mes lunettes, l'espace et le temps. L'objet doit se conformer à la structure de mon esprit pour devenir une chose pour moi, un phénomène. La source en cite cette phrase de Kant qui résume tout. La raison ne voit que ce qu'elle produit elle-même selon ses propres plans. Nous sommes les co-architectes de notre réalité en quelque sorte. Tout à fait. Et après l'espace et le temps, il y a une autre couche de filtre, encore plus fin. Ce sont ce qu'il appelle les catégories de l'entendement. Les catégories, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les concepts les plus fondamentaux que notre cerveau utilise pour organiser le chaos des sensations. La plus connue, c'est la causalité. Quand on voit une boule de billard en frapper une autre, on ne voit pas le lien de cause à effet. On voit un mouvement, puis un autre. Ah oui, c'est vrai. C'est notre esprit qui applique activement les catégories cause-effet pour lier les deux et dire « Ok, ceci a causé cela ». Sans ces catégories, la substance, l'unité, etc., nos perceptions ne seraient qu'un fouillis, un film sans queue ni tête. Ce sont les règles de grammaire de notre pensée. D'accord. Donc, notre esprit est un architecte incroyablement puissant qui construit le monde que nous connaissons. Mais alors, est-ce qu'il n'y a aucune limite à son pouvoir ? Et c'est là que Kant boucle la boucle. Il revient à son but de départ, tracer les limites. Il montre ce qui se passe quand la raison oublie qu'elle a besoin des matériaux de l'expérience. Quand elle essaye de construire toute seule, elle déraille. Elle tombe dans ce qu'il appelle les antinomies. Une antinomie, c'est une contradiction, c'est ça ? C'est plus que ça. C'est une situation où la raison peut prouver avec une logique parfaite une thèse et son contraire exact. Oula, mon cerveau chauffe déjà. Un exemple ? L'exemple du temps dans la source est le plus clair. Kant montre qu'on peut prouver logiquement la thèse. Le monde a un commencement dans le temps.
L'argument, c'est qu'une série infinie d'événements qui seraient déjà passés, c'est inconcevable. Donc il y a bien eu un début. Ça se tient. Oui, ça semble logique. Sauf qu'on peut aussi prouver, avec une logique tout aussi implacable, l'antithèse. Le monde n'a pas de commencement, il est infini dans le temps. L'argument ? S'il y avait eu un début, il y aurait eu un temps vide avant. Mais comment quelque chose peut naître de rien ? C'est tout aussi inconcevable. Donc la raison peut prouver les deux, que le monde est à la fois fini et infini. C'est comme un bug dans le système, une sorte d'erreur 404 de la pensée. C'est la meilleure image. Pour Kant, ce bug n'est pas un problème du monde, c'est un signal d'alarme. C'est le voyant rouge qui clignote et qui nous dit « Attention, vous avez quitté le domaine de l'expérience possible. Vos outils ne sont pas faits pour ça. » Le message final est donc un appel à l'humilité. Avant de vouloir tout savoir, il faut d'abord connaître son propre outil. Et ce qui est fou, c'est de voir à quel point cette enquête sur les limites, faite il y a plus de 200 ans, est pertinente aujourd'hui. L'analyse qu'on a le mentionne bien. En neurosciences, par exemple. Totalement. L'idée que notre cerveau construit notre réalité est devenue un principe de base. Il sélectionne, il interprète, il complète. Notre perception est une simulation qui a fait ses preuves pour la survie, pas un miroir du monde. Et pour l'intelligence artificielle, la question est encore plus directe. Une IA peut analyser des milliards de données, mais est-ce qu'elle connaît le monde, au sens de Kant ? C'est tout le débat. Elle manipule des concepts, mais sans l'expérience sensible, sans le vécu. Est-ce de la connaissance ou juste une manipulation de symboles vides ? Kant nous donne un cadre pour penser à ça. Bon, en résumé, ce parcours est assez décoiffant. On part d'une question simple, que puis-je connaître ? Et on arrive à cette idée que notre esprit est un architecte qui bâtit le monde qu'on habite. Et la grande leçon, c'est que la connaissance a des frontières et que la sagesse, c'est de les reconnaître. Exactement. Reconnaître les limites n'est pas un échec, c'est libérateur. Et c'est ça qui ouvre une dernière porte, une piste de réflexion que le texte évoque à la toute fin. En délimitant le territoire de la science, Kant ne ferme pas la porte à tout le reste. Au contraire, il libère un autre espace, celui de la morale, de l'action. Des idées comme la liberté ou Dieu, qu'il a chassées du domaine de la connaissance, il va les réintroduire comme des postulats de la raison pratique. Des postulats, c'est-à-dire des choses qu'on ne peut pas prouver, mais qu'on doit accepter pour pouvoir agir. C'est précisément ça, hein. On ne peut pas prouver qu'on est libre, mais on doit le supposer pour que la morale ait un sens. Et ça nous laisse avec une question fascinante pour la suite, non ? Si la fonction de notre raison n'est peut-être pas de nous donner des certitudes absolues sur ces grandes questions, alors quelle est sa véritable utilité dans nos vies ? Est-ce seulement de comprendre le monde matériel, ou n'est-ce pas aussi, et peut-être surtout, de nous donner les moyens de nous guider, d'imaginer un monde juste, précisément parce que nous naviguons dans un océan d'incertitudes ?